Bonsoir à tous. Oui, cela pourrait commencer ainsi, ici, comme ça, d'une façon un peu banale, à la manière d'un roman de famille, dans cette pièce chaude et claire où se chevauchent les odeurs comme nulle part ailleurs. Ce lieu de réunion converge quotidiennement les appétits, où bruissent les conversations et les silences, les cliquetis des couverts et les rumeurs des appareils électriques. Ainsi commence le nouveau roman d'Olivier Bordassar. Il est l'invité de LCR ce soir. L'abattoir, c'est un monde à part, quoi. On entre carrément dans un autre monde. Il n'y a pas de comparaison avec la vie réelle et la vie à l'intérieur d'un abattoir. C'est quand même pas simple d'imaginer cette vie-là. Elle n'est comparable à aucune autre. L'abattoir, t'es dans le truc le plus symbolique, le plus violent de ce qu'est l'agroalimentaire aujourd'hui, et je pense depuis des années, quoi. C'est-à-dire que tu vois la mort et tu sens la mort. Il faut se dire, effectivement, je suis un élément participatif, constitutif de l'industrie de la mort. C'est pas anodin, on fabrique pas des chaises, quoi. On tue des bêtes. Et les odeurs, tu te mets une carapace, tu te mets... S'il y a 2000 personnes qui travaillent ici, pourquoi je ne peux pas travailler ici, moi? Chaque jour, c'est presque comme partir en combat. C'est un combat. Si tu veux rester, il faut tenir bon. Il faut faire semblant que tu n'es pas impressionné. C'est comme ça, ok, d'accord. Voilà, oui, mais là, tu te mens à toi-même, même. Quand une personne vient travailler à l'abattoir, généralement, c'est qu'elle n'a pas le choix. J'ai connu personne qui est venu travailler sur une chaîne d'abattage parce qu'il avait envie de venir travailler sur une chaîne d'abattage. Et puis quand vous n'avez qu'un niveau SMIC, eh ben, vous ne pouvez pas vous arrêter comme ça parce que vous avez les factures qui vont s'empiler le mois d'après. Il faut tenir. Il ne faut pas montrer quoi que ce soit, il ne faut pas montrer un point de faiblesse. Un ouvrier d'abattoir, c'est un soldat d'usine, quoi. Enfin, qui imagine partir en plein milieu du front, quoi. C'est le métier qui fait ça. C'est le métier. Les émotions, on n'en parle pas. On est obligé de se protéger. Sinon, on se dévoile. Et après, on m'appelle lâche. Je suis un lâche, moi. Je ne suis pas un homme. Parce qu'il ne tient pas, moi. Plus tu veux enfouir quelque chose, plus ça va t'exploser à la gueule. C'est une bombe à retardement. Et c'est pour ça qu'on ferme certaines portes. Voilà, extrait du docu Les damnés des ouvriers en abattoir de Anne-Sophie Reinhardt. Et bonsoir Olivier, on est ravis de vous avoir sur ce plateau pour votre nouveau roman. J'ai passé cet extrait parce que quand on évoque les abattoirs, en général on parle des animaux plutôt, on parle moins de ceux qui travaillent, les hommes et les femmes qui travaillent à l'intérieur. C'est le cas dans ce documentaire, c'est le cas aussi dans votre livre. Vous parlez bien sûr des animaux, de la souffrance animale, mais aussi des gens qui y travaillent. C'est terrible d'ailleurs. Quand est-ce que vous êtes intéressé à ce milieu ? Il y a quelques années, j'ai visité un abattoir au repos. Ça s'appelle au repos. Sans animaux. D'accord. Donc les machines ne fonctionnent pas, le métal est immobile, il ne se passe rien et pourtant il se passe énormément de choses à travers l'imaginaire, mon propre imaginaire qui a vu les animaux, les odeurs, les matières et les travailleurs dans cette usine. Vous entendiez encore les bruits En fait, l'imaginaire produit des images extrêmement précises de ce qui peut se passer. Et j'ai voulu écrire ce livre. Alors,
pas seulement un livre sur non, y a pas que ça, notre rapport à l'animalité ou les abattoirs, mais j'ai choisi l'abattoir en tant que lieu vraiment emblématique de la violence au travail et sur ce que peuvent ressentir les gens qui travaillent. Ça endurcit l'abattoir ? Non, ça endurcit pas. Je pense que ça détruit. À l'intérieur d'un abattoir, il y a les animaux qui sont abattus, mais il y a aussi les hommes et les femmes. Et ils sont abattus de manière assez méthodique, comme piégés à l'intérieur d'une machine. Froide, au sens propre et au sens figuré. Extrêmement froide. Et ils sont abattus de manière physique et psychologique. Physiquement, c'est très dur. Mais psychologiquement, comme dit Maurizio dans le documentaire, la mort est là perpétuellement, quoi. Ça, pour l'auteur que vous êtes, le metteur en scène que vous êtes aussi et le comédien que vous êtes, c'est passionnant, aller chercher ces personnages dans ce type de milieu-là. Il y a quelque chose d'assez dingue, parce qu'on peut aller loin, en fait. On est dans le roman noir avec vous, quand même. Oui, là, c'est la partie très noire du livre. Oui, enfin bon, d'accord, elle est quand même bien présente. Oui. Ça m'intéressait beaucoup de comprendre, d'une part, l'aliénation que les personnes ressentent à l'intérieur de ce travail, qui n'en sortent jamais, l'odeur qui s'imprègne à l'intérieur d'elles, de laquelle on ne peut pas se défaire, et puis aussi de parler de l'amitié, de la solidarité entre les travailleurs. Des trahisons aussi. Et les trahisons. Un petit peu, quoi. C'est quoi un bon personnage de fiction pour vous ? C'est un personnage qui a des parts d'ombre qu'on découvre peu à peu, nous, lecteurs, lectrices ? Par exemple, pour Hervé Snout qui disparaît... Parce que là, on est en plein dans l'ombre. Enfin, je veux dire, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, sa disparition même produit un personnage extrêmement intéressant, parce qu'il produit... sa disparition produit sa présence. Il est présent tout le temps dans la tête de sa femme, de ses enfants, de son fils qui perd une figure paternelle et un modèle, de sa fille qui essaye de fuir cette famille un peu bizarre. Dysfonctionnelle, on peut le dire comme ça. Oui, j'ai voulu aussi écrire sur le couple et la famille. Oui, complètement. Et Hervé Snout est un bon personnage parce qu'il n'est pas là. Et d'autant plus présent qu'il est absent, c'est ça que vous voulez dire. C'est ça. Et c'est vrai, il est partout. Il est même d'ailleurs sur la couverture du livre qui est remarquable, je trouve, cette couverture. Elle dit tout, en fait. C'est vrai, très bien. En une couverture, on a presque tout dit. Mais il faut lire le roman aussi, il faut plonger dans ça. Et vous plongez, vous faites des allers-retours avec le passé et le présent, à la fois entre 2004 et 2024. Ça commence d'ailleurs en 2004, et puis on y revient avec une famille, du coup, qui a disparu, mais une famille... un peu différente de celle dont vous venez de parler, plutôt accueillante, où on voit le père, la mère. Donc le père travaille, il est aussi un peu aliéné au travail, ceci dit. Ses doigts sont noirs, il est garagiste, c'est ça. Oui, c'est ça. Il y a quelque chose chez vous d'important là, quand même. En fait, je ne voulais pas être trop manichéen en parlant de la famille. La famille est dysfonctionnelle forcément par définition. Ce n'est pas vrai. Il y a des familles qui fonctionnent très bien. Bon, ça va, ça nous rassure un peu. Et la famille de Gabin, qui devient amie avec Gus, qui est le petit garçon qui va être accueilli par cette famille d'accueil. En fait. Donc, ce qu'il faut expliquer, c'est une famille d'accueil qui accueille régulièrement des enfants en difficulté ou des enfants cabossés. Cabossés, cette famille fonctionne. C'est là que règne le partage, l'écoute, la solidarité, l'amour, et c'est là que se signe le pacte entre Gabin et Gus qu'on va retrouver plus tard dans l'abattoir. On va comprendre, parce qu'après on bascule en 2024 et on commence à comprendre. Est-ce que ça veut dire aussi, parce que Gus, il en a bavé quand même, Gustave, avec sa mère, sa grand-mère. Est-ce que ça veut dire que les plaies, les blessures de l'enfance nous rattrapent toujours ? C'est ça que vous vouliez montrer aussi ? En particulier pour Gus, oui. Mais pour Hervé Snout, par exemple, qui est un homme plutôt violent, autoritaire, voire brutal, qui profite de son statut de directeur pour maltraiter ses employés, il a eu une enfance tout à fait heureuse, des parents pacifistes, horticulteurs, et donc on pourrait penser que ce n'est pas forcément la famille ou l'enfance qui détermine les dysfonctionnements futurs.
c'est autre chose. C'est aussi la société, c'est des rencontres, c'est les injonctions du système. Ouais. Parce que le système est là, mais pour revenir à la famille aussi, il n'est pas complètement heureux dans sa famille. C'est ça qui nous met aussi, nous, lecteurs et lectrices, le doute. Quant à sa disparition, parce qu'il disparaît quand même, il faut le dire, le jour de son anniversaire, sa femme Odile, très gentille, bon, un peu volage quand même, hein, on va dire que c'est la femme la plus fidèle du monde, elle lui prépare, je ne sais plus, un rôti de veau, enfin peu importe. Un bœuf bourguignon. Oui, ouais. Le sens des détails, mais c'est ça aussi la littérature. Et il disparaît, mais il disparaît ce jour-là. Oui. Ça, bon, et là, il y a le plaisir un peu manichéen de l'auteur aussi, d'aller mettre un petit grain là, non ? Vous vous amusez, non ? Oui, bien sûr, je m'amuse. Et la disparition d'Hervé, c'est un outil qui va servir à son épouse pour comprendre quel est ce couple, pour comprendre quelle est cette famille qu'elle a construite avec lui, quels choix ils ont fait, quels principes ils ont mis en œuvre pour parvenir à la réussite. C'est un révélateur, quoi. Oui, la réussite pour la famille Snout, c'est avoir une belle maison, réussir professionnellement, faire 2 enfants, avoir des belles voitures et partir en vacances. En Belgique, on dit une maison 4 façades. Vous connaissez cette expression ? Ça veut dire qu'il n'y a pas de maison qui touche, qui est attenante. Ah non, je connaissais ça, pas. je crois qu'on dit ça qu'en Belgique. On arrive déjà à la fin de cette émission. Vous avez un conseil lecture. Il y en a qui ne l'ont pas lu encore et c'est dommage. Allez-y, c'est Les raisins de la colère de Steinbeck. Mais pourquoi particulièrement ce roman ? Parce que je suis totalement pris par quelque chose qui est assez rare dans la littérature, c'est-à-dire que Steinbeck n'est pas seulement un écrivain, il est aussi un peintre et un musicien. Et dès le début des Raisins de la colère, il fait moduler les couleurs, la couleur de la terre, le rouge, le gris, les crevasses, les choses mordorées. Et bon, je suis très sensible aussi à la peinture, donc... Vous vouliez parler de Deleuze aussi, d'ailleurs. Je suis comblé par ce que fait Steinbeck. Ah ben, on ira lire ce livre, si on ne l'a pas encore lu, on le relira. On lira en tout cas le vôtre, La disparition d'Hervé Snout, c'est chez De Noël, c'est votre 10e roman déjà. C'est tendu, c'est dur aussi, il faut le dire, il y a quand même des scènes un petit peu dures, pas gore, mais enfin dures. Mais il y a de l'humour. Et il y a aussi énormément d'humour, je trouve. C'est passionnant en tout cas. Merci beaucoup Olivier d'être passé chez nous. Nous on se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.